Bonsoir à toutes et à tous depuis Bonsoir. Strasbourg. Nous sommes en retard, vous l'avez remarqué, et on explique pourquoi. C'est que nous venons d'assister à l'hommage qui a été rendu à Bartek, le journaliste qui a été une des victimes des attentats de Strasbourg au mois de décembre. Un personnage ô combien extraordinaire. C'est la maman de Bartek qui était présente ici dans nos murs. Et je peux vous assurer que la devise qui dit que l'arbre ne tombe jamais loin du fruit, non, le contraire, pardon, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, ça pique pleinement parce que une maman extraordinaire qui a plaidé un message d'amour, de tolérance, et son souhait, c'est de construire la maison de Bartek, la maison d'accueil de tous ceux qui sont à la recherche d'un logement, à tous ceux qui sont là dans les plénières qui ne savent pas où loger, de tous horizons, de toute origine, etc. Et c'est quasiment, j'ai presque envie de dire, c'est la maison de Bartek, mais c'est surtout la maison de l'amour. Et donc, on a voulu être présent parce qu'effectivement, nous avons connu Bartek, nous avons croisé Bartek. C'était un garçon qui avait un cœur gros comme ça et qui plaidait. Un journaliste, je sais pas. Un journaliste, pardon, oui, tout à fait un journaliste, et qui plaidait une chose essentielle, l'amour. Et par les temps qui courent, c'est important de le rappeler. Voilà, donc notre Facebook Live de la nouvelle année 2019 commence. On en profite pour vous souhaiter une très belle et chaleureuse année. Je pense que on va en avoir besoin, et de la chaleur, et de la tolérance, et de l'amour. Et donc, on commence par la première question. Isabelle, si tu veux t'y Répondre à Hugo. atteler. Répondre à Hugo qui nous demande, une fois que les députés européens ont voté des lois, sont-elles obligatoirement adoptées dans les États? Alors, Hugo, ça serait pas mal, non pas qu'on gagne tous les votes à chaque fois au Parlement européen, mais même quand on arrive à gagner un vote progressiste, on va dire, écologiste, social, eh bien, malheureusement, on doit encore s'affronter au Conseil. Guillaume pourrait en dire quelques mots sur la sécurité sociale ou Édouard sur les questions de défense. Il faut encore s'affronter au Conseil, c'est-à-dire que, en fait, le texte, pour qu'il soit applicable dans l'ensemble de l'Union européenne, il doit être voté au Parlement et au Conseil. Au Conseil, c'est-à-dire par les gouvernements qui se réunissent en fonction du sujet posé. Par exemple, sur la question de la défense, puisque Édouard a eu un trilogue cet après-midi, on a tous les ministres de la Défense et de leurs représentants. Sur la question de la Sécu, on a tous les ministres des Affaires sociales et de leurs représentants. Ou sur la question budgétaire, c'est un peu compliqué, donc je n'en parlerai pas. Mais voilà, donc il faut que le texte soit validé et par le Parlement et par le Conseil dans les mêmes termes et à la virgule près. Donc, j'allais dire que c'est un saut de deux obstacles. D'abord, la majorité au Parlement, puis ensuite le trilogue, c'est-à-dire la négociation avec les ministres des 28. Moi, je fais une petite parenthèse, trilogue, juste pour expliquer, c'est pas un dialogue, c'est-à-dire qu'on parle à trois, commission, conseil des chefs d'État et de gouvernement et Parlement, même si c'est principalement quand même entre le conseil des chefs d'État et de gouvernement et le Parlement que se joue l'affaire, puisque nous sommes les deux co-législateurs. En fait, la commission, elle est là, on est bien gentil d'ailleurs, des fois on la laisse parler, elle n'est là que pour faire respecter les traités, elle n'a pas son mot à dire dans les lois qui sont votées. Par contre, une fois que c'est validé par le Conseil et par le Parlement, alors là, ça s'applique dans tous les États membres. Et ça serait peut-être bien, Isabelle, aussi de souligner justement le Conseil, donc les chefs d'État ou les chefs de gouvernement des 28 États membres, ou les ministres concernés, de souligner l'hypocrisie des États. Parce que souvent on dit c'est la faute à l'Europe, et bien souvent des ministres disent c'est la faute à l'Europe, c'est Bruxelles qui m'impose, sauf que le poids du Conseil est prépondérant. C'est le cas par exemple sur la pêche électrique en ce moment, puisque le trilogue, vous avez vu que le Parlement avait voté pour l'interdiction de la pêche électrique, mais le Conseil, c'est-à-dire les ministres des 28 pays, alors il n'y a pas partout des ministres de la pêche, mais ou leurs représentants, sont en train d'essayer de bloquer l'interdiction de la pêche électrique. Et le risque, c'est qu'on ne parvienne pas à un accord sur ce point. Donc, suite au prochain épisode, mais Edouard a tout à fait raison sur tout un tas de sujets. Le Conseil bloque les avancées progressistes ou écologistes du Parlement. L'autre question, je pense que c'était aussi... voilà. Tiens, pourquoi n'êtes-vous pas tous dans un même groupe avec les Verts et le PES et le Parti communiste français, Guillaume? Bien, comme vous le savez, avec Isabelle, avec Édouard, j'en avais été à l'initiative. On a créé le Progressive Caucus, c'est-à-dire l'association des députés de gauche, quoi, et écolo. Pourquoi? Parce qu'il y a trois groupes.
Il y a le groupe socialiste, il y a le groupe vert et il y a le groupe de la GUE, de la gauche radicale, dans lequel sont les communistes. Pourquoi on n'est pas dans le même groupe? Très très bonne question. Et notamment la question qui se pose pour le prochain mandat, c'est qu'on voit bien que ces groupes d'aujourd'hui, là, socialistes, GUE et verts, ils correspondent plus à rien. Chez les socialistes, vous avez des gens très bien, très à gauche, pas de problème. Vous en avez une grande partie aussi qui est pour à chaque fois passer un accord avec la droite, qui sont en fait des néolibéraux. Chez les Verts, vous avez la même chose. Vous avez des gens super, très bien, pas de problème. Et puis, vous avez aussi des Verts qui sont prêts à s'allier dans différents pays et ici au Parlement aussi avec la droite sur certains sujets qui sont pas sociaux du tout, par exemple. Et puis à la GUE, donc ce groupe de la gauche radicale, il y a une grande division entre ceux qui sont pro-européens, pensent que l'Union européenne c'est un champ de bataille bien sûr, mais que c'est un cap très important qui pourrait être utile pour les citoyens, puis ceux qui sont en fait souverainistes, voire même pour certains directement nationalistes, donc qui sont très divisés sur ces sujets. On voit bien ces groupes en fait correspondent à une époque complètement révolue. C'est pour ça qu'avec le printemps européen, nous ce qu'on souhaite, ce qu'on dit, on l'a dit avec Yanis Varoufakis cet après-midi dans une conférence de presse, c'est que dans le futur Parlement, il y ait bien un groupe nouveau, un groupe qui soit à la fois pour plus de démocratie, plus de justice sociale et plus d'écologie, et en fait qui rassemble aujourd'hui tous ceux qui pensent la même chose et qui sont divisés de manière artificielle. Donc ça va être notre grand combat, justement pendant les élections européennes, de dire il faut aujourd'hui créer du nouveau. Il faut créer une gauche écologique nouvelle. C'est celle qui peut répondre aujourd'hui à la situation de crise de l'Europe, mais aussi par exemple de la France. Donc nous, on serait enchantés après les élections européennes d'être dans le même groupe que les Verts ou le Parti communiste français, avec une petite question quand même au bout, c'est que autant je crois que Génération sait tendre la main, autant on a pu constater quand même que ces partis sont souvent très frileux pour créer du nouveau, hein, qu'ils aiment bien les anciennes maisons, parfois un peu vermoulues, mais qui ont l'air de leur tenir chaud encore un petit peu. Et on n'a pas toujours eu des réponses positives pour essayer de faire des choses dès maintenant. Parce que nous, on a posé cette question là, dès maintenant, c'est ce qu'on ne pourrait pas avoir des rapprochements de groupes, etc., etc. Et il faut bien dire que très souvent la réponse, y compris de ceux qui sont cités là, a pas été très positive. Donc il va falloir les bouger. Et pour les bouger, il faut que Génération soit fort, parce que je pense que c'est en ayant Génération fort en France, le printemps européen en Europe, qu'on arrivera à les obliger justement à se dire créons du nouveau, enfin. Merci Guillaume. Et justement, une question de Thibaut qui va à peu près dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est: ne pensez-vous pas que les débats sur l'Europe vont être complètement occultés par le mouvement des Gilets jaunes en France? Comment être audible? J'ai envie de dire oui, mais presque, tant mieux, heureusement. Parce que là, le 26 mai, la question qui nous est posée aux uns et aux autres, c'est à travers le bulletin que nous allons mettre dans l'urne, c'est dites-nous l'Europe que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer dans cette Europe-là, libérale, conservatrice, libérale sur les aspects financiers, conservatrice sur les enjeux sociétaux, ou est-ce que vous voulez une Europe beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique, et surtout avec un meilleur équilibre du partage des richesses? Et c'est un peu la question que tu posais, c'est comment on sort de cette tambouille des partis et comment on fait en sorte que on soit beaucoup plus à l'écoute. C'est notre devoir, notre obligation, et c'est normal, à l'écoute des enjeux et des questions que nous posent les Gilets jaunes. C'est le pouvoir d'achat, effectivement. L'Europe aujourd'hui, ça n'est pas une compétence européenne, mais si demain on le voulait, on le souhaitait, s'il y avait tous ces groupes politiques qui étaient à l'écoute de cette revendication, on pourrait faire des choses au niveau européen. C'est effectivement la question de la transition écologique et la transition juste. On l'a dit à plusieurs reprises, la transition ne pourra être juste que si elle est socialement juste, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à ce que l'effort de la protection de la planète repose toujours sur les mêmes, donc toujours les plus faibles, parce qu'ils sont peut-être plus nombreux, et qu'on arrête de faire des cadeaux fiscaux et des cadeaux environnementaux aux plus gros pollueurs. Donc, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est le moment de la clarification. Et non pas de courir derrière les Gilets jaunes pour faire du populisme, mais c'est pour poser des vraies questions centrales. Quelles sont les réponses que nous pouvons apporter? Nous l'avons d'ores et déjà démontré. Guillaume, tu l'as dit avec ton rapport sur les harmonisations des systèmes de sécurité sociale, de manière à ce que on arrête cette concurrence complètement
mortifère entre les citoyens européens. L'interdiction de la pêche électrique, effectivement, il faut arrêter de détruire ce qui va nous nourrir, ce qui nous nourrit, et surtout aussi comment on fait à travers l'ajustement carbone aux frontières, ce que nous défendons aussi depuis 2014 ici au niveau de l'Union européenne, qu'on fasse du pollueur-payeur. Vous vous rendez compte? L'ineptie de la chose, c'est que avec notamment la complicité des différents gouvernements français, on a donné des centaines et des centaines de millions de tonnes de droits pollués aux entreprises les plus polluantes. Donc non seulement ces entreprises-là ne payent pas la pollution, mais en plus on leur donne des droits pollués qu'elles ne payent pas. Et après on va demander effectivement au plus grand nombre, aux citoyens, de dire ben, vous devez payer la taxe carbone parce que vous comprenez, le développement durable et la planète c'est important. Oui, c'est important, mais il faut tout remettre à plat. Et j'ai presque envie de dire, si on parle des gilets jaunes, il faut continuer à en parler, mais il faut mettre ça en perspective avec des solutions politiques. Que ça nous plaise ou pas, des solutions politiques, parce que la décision, elle sera politique à travers les élus, les candidats que les uns les autres auront envoyés ici à Strasbourg. Mais il ne faudra pas dire demain, au lendemain du 26 mai, tout ça, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche, c'est pas grave, il ne m'écoute pas, il ne représente rien. Si, regardez, ne soyons pas spectateurs de notre vie, soyons des acteurs, parce que si cette politique-là, comme nous, elle ne vous plaît pas, ne la subissez pas et faites en sorte qu'elle change. Je peux ajouter un truc, mais bien sûr, je t'en prie. En fait, on fait souvent une différence entre les propositions au niveau européen et les propositions au niveau national. En réalité, c'est les mêmes débats exactement. Pareil, enfin, pas toujours. Parfois, il y a effectivement des compétences qui sont propres à l'Union européenne, mais même dans ce cas, je prends par exemple la proposition de, parce que je réponds à la question de Catherine en même temps, comment pensez-vous instaurer le revenu universel d'existence en France si l'Europe bref, si l'austérité se poursuit, en fait, pour aller vite par rapport à la question, comme elle dit, comme c'est le cas en Italie. La question du RUE, du revenu universel, effectivement, elle se résout aussi au niveau européen par deux manières. La première, c'est d'en finir avec les politiques austéritaires qui sont en place maintenant depuis quand même quelques décennies. Et donc, il y a une bataille politique sur laquelle on parlait, là, pour le coup du rapport avec la droite, très clairement. Il y a une majorité en faveur de l'austérité, y compris d'ailleurs au Parlement. Donc on a là besoin d'une majorité qui change afin de redonner de la respiration au budget au niveau national, mais on peut aussi faire en sorte qu'au niveau européen, on trouve les moyens d'alimenter, c'est-à-dire de financer le revenu universel. Je donne un exemple qui est dans le programme du printemps européen, par exemple. On appelle ça le dividende universel. En fait, l'idée qu'à chaque fois qu'une entreprise se cote en bourse, eh bien, elle doit payer une partie dans un fonds pour servir à ce dividende universel. Enfin bref, avec des mécanismes qui sont des mécanismes automatiques de participation de l'économie au financement du revenu universel d'existence, de même que si on arrive à avoir une harmonisation fiscale qui enfin taxe les multinationales, eh bien, on pourra avoir aussi des moyens qui viendront alimenter le budget de l'Union européenne et qui permettront de diminuer la participation budgétaire de chaque État au budget de l'Union européenne. Donc, on a des marges de manœuvre financières à trouver, et ces marges de manœuvre financières et ce desserrement de l'étau austéritaire, c'est bien au niveau européen qu'il faut le mettre en place. Alors, merci Edouard, il y a pas mal de questions très politiques, et il y a pas mal de questions sur les thèmes, le programme. Donc, ce que je propose, c'est que là, je vais essayer de répondre un peu aux questions très politiques pour qu'on laisse aussi la place au débat de fond pour qu'on organise un petit peu tout ça. Alors, trois lots, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Tout d'abord, j'ai des questions sur le Parti communiste et sur place publique. Donc, Véronique qui nous demande, allez-vous accepter la main tendue par Yann Brossard? Alors, le problème, c'est qu'on a beaucoup vu le Parti communiste, parce que nous leur avons tendu la main depuis longtemps. Je veux dire, on n'a très sincèrement pas attendu que Yann Brossard soit désigné tête de liste pour aller discuter avec eux. Comme vous le savez, le Parti communiste a changé de direction, puisqu'il y a eu un congrès, et la nouvelle direction qui a été élue avec une faible majorité, mais une majorité quand même, avec l'idée de dire que, sur la question des alliances, fallait être
prudent parce que c'est l'identité communiste qu'il fallait mettre en avant absolument. Et donc évidemment, ça rend les discussions beaucoup plus compliquées. Alors Yann Brossat, je continue évidemment à penser sans doute qu'il serait mieux que nous puissions travailler ensemble, mais on voit bien, hein, de la part de la direction actuelle du Parti communiste, que les choses sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus compliquées, ce qui fait que aujourd'hui, très sincèrement, on ne pourra pas non plus. Nous sommes très ouverts, nous avons fait beaucoup de réunions, nous en faisons beaucoup, nous tendons la main vraiment à tout le monde, et je crois que nous sommes les seuls à le faire, mais très sincèrement, il y a un moment où ça ne peut pas nous handicaper, nous, et sur nos propres thèmes. Parce que nous pensons fondamentalement qu'il y a des choses aujourd'hui que Génération doit dire, que personne ne dit au niveau européen et au niveau d'ailleurs politique global. Et donc, on ne va pas attendre non plus que les uns et les autres fassent les pas nécessaires pour faire nos propositions. Et il est bien temps qu'on fasse, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous disent, ce serait bien qu'on y aille maintenant. Hein, c'est bien, les discussions, etc., mais ce serait bien qu'on y aille. C'est un peu la même chose, j'allais dire, avec Place Publique. On a été très, très bienveillant avec Place Publique. On a salué sa naissance. J'ai moi-même été présent à leur premier événement. Il y a pas de différence de fond majeure entre Place Publique et nous. Simplement, Place Publique tient beaucoup à ce que, s'il y a des discussions, ça soit avec le Parti socialiste. Et ce que nous répondons, nous, de ce point de vue-là, c'est que nous ne sommes pas des sectaires. C'est pas parce que c'est le Parti socialiste que nous avons un problème, mais il y a des clarifications sur le fond et la stratégie qui sont tout à fait nécessaires. Par exemple, le regard sur la politique qui a été menée pendant le quinquennat Hollande. Quel est aujourd'hui le regard sur la politique de l'offre, le CICE, les millions qu'on a donnés aux grandes entreprises sans contrepartie? Je ne pense pas que ça a créé la crise aussi d'aujourd'hui, que ça a mis Macron au pouvoir qui a accentué cette politique beaucoup plus fortement, que ça crée aussi les conditions de l'émergence donc des gilets jaunes et de la crise sociale et politique dans laquelle nous sommes. On ne peut pas non plus, au nom de l'unité, faire comme si il n'y avait pas des problèmes très graves qui se posaient. C'est aussi le cas au niveau européen. Le Parti socialiste adhère au Parti socialiste européen. C'est une des raisons aussi que d'anciens socialistes comme moi avaient pour quitter le Parti socialiste. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste européen, eh bien, peut avoir tous les discours qu'il veut, mais au bout du bout, a toujours la main dans celle des conservateurs, et généralement pour accepter les desiderata de la droite, des conservateurs, des néo-libéraux. Et puis on va le dire aussi, c'est parce qu'au sein du Parti socialiste européen, il y a quand même un certain nombre de partis nationaux qui sont très compliqués, parfois très limites, j'allais dire, dans ce qui est leur rapport à la démocratie, hein, je pense notamment à la Roumanie, et puis parfois embringués dans des affaires qui sont même des affaires où on se demande si on est encore dans l'état de droit, quoi. Et ça, c'est quelque chose évidemment pour un mouvement comme Génération qui tient tant à l'humanisme, qui est extrêmement difficile. Donc, Place Publique, pas de problème, mais que Place Publique clarifie, ce serait dommage qu'un mouvement citoyen tel qu'il veut l'être se retrouve uniquement, j'allais dire, à faire voilà, de la discussion avec des vieux appareils. Nous, on les appelle à venir avec nous. Deux jeunes mouvements comme le nôtre, on peut créer vraiment, je crois, un immense espoir. Et donc, c'est ce qu'on leur a dit, et on dit à Place Publique, voilà, on se ressemble tellement qu'on devrait être ensemble. Sur deux autres questions, quand allons-nous avoir la liste des candidats? Vous allez recevoir bientôt donc le calendrier, parce qu'on a beaucoup de discussions sur le timing de la campagne. Le calendrier, c'est pas simple à caler, notamment parce qu'il y a la crise des gilets jaunes, hein, vous l'avez bien noté tout à l'heure, donc il faut faire attention à ce qu'on fait et que quand on parle, on soit audible. Donc la commission électorale continue son travail, bien évidemment. Elle va l'accélérer considérablement à la fin du mois de janvier, et là on va bientôt prendre vraiment les décisions pour pouvoir vous consulter, c'est-à-dire quand eh bien on pense qu'il serait bon de sortir la liste, et donc que vous ayez été consulté sur la liste, sur le travail qui aura été fait par la commission électorale. Je pense que ça se jouera, j'allais dire, au cours du mois de février, hein. Quand je dis je pense, c'est moi tout seul là, hein, ne voyez pas une décision ou une annonce. Non, parce que précise Guillaume, c'est important, la commission électorale, aucun de nous trois n'est ici. Non, voilà, on y va, et notamment pour Isabelle et moi, la raison suivante, c'est que comme nous sommes candidats nous-mêmes, nous n'avons pas accès aux travaux de la commission électorale, ce qui, je crois, est normal, est un minimum. Donc là, c'est la délégation qui vous parle, c'est pas, j'allais dire, la commission électorale de Génération, hein, il faut bien avoir cela en tête. Alors, mais vous saurez très vite
vite au courant, rassurez-vous. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que Benoît Hamon intervient demain à France Inter à 8h20. On enverra d'ailleurs un big dans la foulée. On sait que vous travaillez beaucoup aujourd'hui au porte-à-porte dans beaucoup d'endroits. Il y a d'autres endroits où c'est en train de se mettre en place, où c'est plus compliqué, mais que là, ça y est, la dynamique, elle est en train de s'enclencher. Hein, mais n'oubliez pas, donc je me fais un peu de pub, Benoît à 8h20 demain. Une question qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec la délégation de génération. Je suis un peu gêné donc d'en parler, mais je le fais quand même. Ici, nous sommes des députés européens. Là, on me demande génération va-t-il ou non participer au grand débat national. Ce sont des décisions qui là concernent génération, le mouvement au niveau national. Mais je crois que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de dire que c'est pas le débat national ou pas débat national. Nous avons des propositions, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Édouard, extrêmement fortes. Nous allons nous saisir de tous les moyens pour nous faire entendre. Le militantisme de terrain, je disais, le porte-à-porte tout à l'heure, l'expression dans les médias, ce que va porter Benoît Hamon évidemment, et on sait qu'il y a pas mal de comités qui disent nous, ce qu'on aimerait, c'est aller dire que on veut aller dans le débat national pour dire que leur débat national, c'est pas normal qu'il y ait des questions interdites sur l'ISF, etc., etc. On va aller poser des contributions pour aller là-dessus, pour porter les propositions de génération. On va pas leur interdire, évidemment. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais ça, ce sont, des décisions que nous allons prendre là dans les jours qui viennent. Il était bon aussi de comprendre quel est le fonctionnement de ce débat national, puisque vous avez bien vu que pour l'instant, sur le pilotage, on ne comprend absolument rien. Hein. Donc, c'est très flou, et donc il est difficile de prendre des décisions, j'allais dire, définitives là, immédiatement. Ben dis donc, c'était long, mais important de le souligner. Et je ne sais pas comment dire, l'année 2019, année d'espoir, évidemment. Alors, deux questions, je vais les prendre parce que ça vient de la même personne. N4 qui nous demande que proposez-vous contre les délocalisations des grands groupes, et puis elle continue en disant l'Europe c'est bien joli, mais les entreprises ferment les unes après les autres avec le soutien de l'Union européenne, point d'interrogation. Eh bien non, c'est pas que le soutien de l'Union européenne, parce que effectivement, ce qui fait la force, mais ce qui fait parfois la faiblesse dans ce cas de figure-là, c'est que l'Union européenne est basée sur la libre circulation des biens et des personnes. Là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, les entreprises, loin d'être idiotes et de savoir compter, elles vont s'installer, pour beaucoup d'entre elles, dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est le moins cher, et surtout là où elles paient le moins de taxes et moins d'impôts. Et c'est là où nous devons, nous, jouer un rôle prépondérant et important. C'est le travail que fait entre autres Guillaume à travers son rapport sur l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale. C'est le travail aussi sur la directive des travailleurs détachés. Et c'est enfin qu'on puisse mettre en œuvre, qu'on puisse construire l'Europe sociale. L'Europe sociale, j'ai presque envie de dire, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu. Moi, à titre personnel, depuis fin des années 80, je manifeste pour l'Europe sociale. Sauf que ça n'est pas une compétence européenne. Et nous, on voudrait qu'elle le soit européenne. Et pour ça, il faut une volonté, il faut une dynamique européenne. Et si demain, l'ensemble des élus au Parlement européen se mettent d'accord pour mettre la pression, comme le fait le Conseil, sur la Commission européenne, pour dire il faut lancer un texte législatif, donc une loi pour l'obligation de l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, etc., eh bien, il n'y aura plus de raison que ces entreprises se délocalisent. Mais après, à contrario, il faut effectivement que nous arrêtions d'être les idiots du village planète et faire en sorte que ces entreprises-là, lorsqu'elles décident de se délocaliser, parce que certaines délocalisent en dehors de l'Union européenne, parce que c'est encore moins cher là-bas, eh bien, qu'on ait le courage de leur dire, OK, vous voulez vous délocaliser pour produire ailleurs, eh bien, vous irez vendre ailleurs. Mais là aussi, c'est un message qu'on a essayé de défendre. Eh bien, on est minoritaire, ultra minoritaire. D'où l'importance d'aller voter massivement le 26 mai. Parce que on peut être de très bonne volonté, on peut être farouchement opposé à cela, on peut se battre pour lutter contre ces dérives sociales, mais si nous sommes minoritaires, ma foi, la démocratie fait que la majorité, parfois, hélas. On est majoritaire. Regarde le rapport de Guillaume. Non, mais bien sûr, mais sur le fait de dire, de mettre des moyens de défense aux frontières au moins européennes. Parfois on a gagné, parfois on a perdu, mais là il faut qu'on soit sûr, il faut que les citoyens européens soient sûrs que l'Europe les défend, y compris sur cet aspect-là, et qu'il n'y aura pas, effectivement, on parle souvent, enfin, les libéraux, les conservateurs, la droite, quoi. Une partie des nationalistes stigmatisent les migrants en disant ils font du dumping, enfin ils font du tourisme social.
ce qui est vraiment, moi je ne connais pas d'exemple, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment à la marge. Mais jamais on stigmatise et jamais on sanctionne les entreprises qui, elles, font du tourisme fiscal. Fiscal et social. Là, le bas blesse, il est là. Et là, on pourrait avoir le moyen de s'y opposer à condition d'être majoritaire. Ça, c'est toujours beaucoup plus facile. Dans le prolongement de ce que dit Édouard, j'en profite pour répondre à Julien, qui posait une question sur la position du printemps européen. Est-elle la même que Yanis Varoufakis sur le manifeste de Piketty? Il a lu l'article du Guardian. Qu'en pensez-vous? Eh bien, justement, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé l'appel de Piketty. Alors, il y a plein de choses bien dans l'appel de Piketty. D'ailleurs, on est en train de préparer une réponse argumentée, chiffrée à Thomas, qui avait été un soutien de la campagne de Benoît. Mais là, sur un point ou deux de ses propositions, il va justement dans le sens d'un risque de dumping, parce que je vais la faire courte, mais en gros, notamment à travers la question budgétaire, mais aussi à travers la question fiscale, il y aurait les États, les pays qui décideraient d'avoir un haut niveau de prélèvement fiscal au niveau européen, et puis ceux qui pourraient rester à l'écart. Et là, sur un marché unique, ce serait désastreux, parce que justement, les pays qui resteraient à l'écart, eh bien, seraient des pays où le dumping pourrait, qui choisiraient par opportunité de baisser leur prélèvement et de devenir, entre guillemets, évidemment concurrentiel pour les entreprises. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de l'harmonisation que nous considérons comme absolument vitale et nécessaire pour éviter la dégradation des droits sociaux, la dégradation des salaires, la dégradation des services publics. Donc là, on a, c'est vrai, Julien, une divergence notable avec Thomas Piketty, même si sur plein d'autres points, on peut se rejoindre, mais on se rejoint, on est d'accord. Mais sur cette différenciation-là, il y a une divergence, donc on va avoir un dialogue, j'espère, fructueux avec lui, en lui expliquant nos arguments dans le détail, et j'espère que ce dialogue permettra d'avancer ensemble. Alors, si tu m'autorises, Édouard, je vais quelques petites choses. Merci. Alors, d'abord, la question très importante, je m'inquiète pour cette élection, attends une chance. Alors, évidemment que la situation politique est une situation tout à fait inédite. On voit bien que depuis l'élection présidentielle, tout le champ politique est complètement bouleversé. C'est ce qui a amené aussi à la naissance de générations. Donc, évidemment, quand on est là, qu'on regarde les sondages, on se dit, un sondage aujourd'hui où on voit que toute la gauche est en train de baisser, on a l'impression que comme Macron est en train de remonter, etc., parce que les gens s'inquiètent de la crise des gilets jaunes et tout. Mais je vais vous dire, alors, tout ça, moi, j'ai connu, Isabelle a connu, notamment quand on avait travaillé avec Benoît pendant la primaire. Les sondages à 5 mois d'une élection, ça ne veut absolument rien dire. D'autant plus que nous ne sommes pas encore réellement, et c'est ce que nous voulons faire là, maintenant, tout de suite, à partir de maintenant, rentrer en campagne. Et donc, c'est aujourd'hui le fait de rentrer en campagne qui peut absolument bouleverser la donne avec les forces très importantes que nous avons, nous, génération. Et de ce point de vue, je dois dire que je rejoins la question qui a été posée. On a fait beaucoup d'efforts pour discuter avec les différentes forces politiques, voir ce qu'on pouvait faire, etc. Il y a un moment, on ne va pas pouvoir continuer à discuter et retarder notre entrée en campagne parce que nous portons, je crois, des choses qui sont absolument essentielles car elles synthétisent justement des questions qui auparavant n'étaient pas ensemble. Les écolos à l'écologie, mais alors il n'y a que l'écologie, la question sociale uniquement à certains partis, c'est tout, etc. Nous, on synthétise tout ça pour dire c'est un projet qui est un projet global qui répond à toutes ces questions ensemble parce que c'est la même question. Au fond, c'est celle du devenir humain. Et donc, oui, bien sûr que cette élection est une élection dans laquelle nous pouvons porter nos messages. Et moi, alors là, je vous le dis, je suis rigoureusement optimiste parce que je crois, et j'arrive à la deuxième question, pourquoi ne pas dire clairement que le programme présidentiel de Benoît Hamon, le fondeur de Benoît Hamon, c'est même indiqué, répondait déjà aux revendications des Gilets jaunes, sauf xénophobes, 49.3 citoyens, RUE, taxe robot. Mais on l'a dit notamment au moment du début de la crise des Gilets jaunes, des premiers programmes des Gilets jaunes, c'est vrai, qui ressemblent à cela. Bon, il y en a eu plein, mais je parle des premiers en tout cas. Et notamment, on avait sorti un communiqué de presse, je vous invite à relire, où nous disions
voilà nos propositions en termes de justice sociale sur la question de la fiscalité, voilà nos propositions sur la question de la transition écologique et comment nous l'abordons pour ne pas faire payer les pauvres une transition écologique qui en fait n'est même pas une transition écologique, qui est le fait de défiscaliser les riches. Et enfin, la question démocratique, où à partir du 49.3, mais aussi d'autres choses, sur la question de la revalorisation du Parlement, du rôle des syndicats, du fait que nous pensons aujourd'hui que les salariés doivent être représentés dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance, bref, une révolution démocratique en France. Nous avons aujourd'hui porté ce sujet. Donc, Étienne, nous le disons, et nous le disons fortement, je pense que demain, Benoît Hamon le redira. Quelques questions sur... on a une liste, j'ai déjà répondu tout à l'heure, elle est en construction, cette liste, et vous serez bien évidemment consulté, tout comme sur le programme, d'ailleurs, on va en redire un mot, et comment dire, on va vous donner des éléments de calendrier vraiment très vite, maintenant. Et sur le glyphosate, j'ai quelques questions, mais j'en parlerai après. Merci Guillaume. Alors, Karim qui nous demande, alors qu'on entend parler d'elle à longueur de journée, l'extrême droite est-elle aussi importante qu'on le dit aujourd'hui au Parlement européen? L'extrême droite, même s'il ne serait qu'un, c'est toujours trop. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, ça représente 20% de l'ensemble des députés européens. Ils sont 142 sur 751 députés. Mais la question qu'il faut se poser derrière ceux qui vendent du leurre, ceux qui disent que de toute façon cette Europe-là, c'est la responsable de tous les maux. Alors je dis pas qu'il faut évidemment qu'il y a des choses à rectifier, on n'arrête pas de le dire et on y travaille pour. Mais en réalité, depuis qu'ils ont été élus, depuis qu'elle a été élue ici au Parlement européen, on se pose la question, on n'est pas tout seul, à savoir quels ont été les avantages ou les plus qui ont été obtenus au profit des citoyens. On se pose la question, est-ce que l'extrême droite est vraiment à côté des citoyens, de ceux qui souffrent, à côté des gilets jaunes, ou est-ce que l'extrême droite est un parti ultralibéral au profit du grand capitalisme? Eh bien, c'est cette deuxième option pour laquelle nous votons. La preuve par l'exemple, la Hongrie. La Hongrie, effectivement, Orban, proche de Marine Le Pen. Regardons ce qui se passe actuellement en Hongrie. Les premières victimes de l'extrême droite, ce sont les citoyens eux-mêmes, les premiers. Parce que, à quoi s'est attaqué Orban dès qu'il a été élu? À la liberté de la presse. On peut penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. À l'indépendance de la justice. Remet en cause les droits des femmes. Et regardez ce qu'il veut mettre en place maintenant pour répondre au grand capitalisme. Il veut ramener le nombre d'heures supplémentaires par an à 400 heures, payables éventuellement 3 ans après. Si ça, c'est pas une réponse à l'appel du pied que lui fait le grand capitalisme, je n'y comprends plus rien en politique. Et la preuve, c'est que c'est une première en Hongrie, les citoyens commencent à sortir de la rue et à manifester. Alors, pour nous, Français, ça peut paraître une banalité, mais je peux vous assurer que, en connaissant la culture hongroise, avoir des milliers de manifestants dans la rue, il faut le faire. C'est une première. Donc, il faut souligner ça. Deuxième exemple, Vox en Espagne, le parti d'extrême droite, où le leader espagnol se vante, se targue, photo à l'appui, d'être l'ami proche de Marine Le Pen. Que fait Vox là actuellement? Là, c'est l'instauration du Parlement andalou régional qui a beaucoup de pouvoir. Qu'exige ce parti politique? C'est de remettre en cause, d'annuler toutes les lois qui protègent les droits des femmes. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une réponse à ce qu'attendent les citoyens européens? Eh bien non. Donc ne nous leurrons pas. L'extrême droite, c'est la pire des solutions à des vrais problèmes et ne soyons pas peut-être des victimes potentielles de demain parce qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, et là je m'adresse un peu aux gilets jaunes, une fois qu'ils seront au pouvoir, je suis pas sûr que les gilets jaunes pourront rester dans les ronds-points. Donc, effectivement, elle est trop importante, d'où l'importance d'aller voter pour des partis démocratiques, pour des partis qui respectent au moins la liberté, y compris celle de manifester, y compris celle de contester. Et puis concernant la démocratie et la place que nous donnons aux citoyens, que nous voulons donner aux citoyens, à travers le 49.3 citoyens, etc., à travers aussi l'idée que nous défendons de mettre en place des outils de démocratie locale, territoriale. C'est fini, et ça c'est vrai, ce système est à bout de souffle. C'est fini de dire que tout doit se décider vers le haut. Il faut mettre en place des outils qui donnent la voix au chapitre, aux citoyens. Voilà les idées et le programme que nous défendons. Pour faire suite à ça, justement, il y a beaucoup de questions sur les sanctions vis-à-vis d'Orban.
et aussi sur les questions de traité. Donc, je vais essayer de balayer. Sur les sanctions vis-à-vis d'Armas, on nous demande est-ce qu'elles vont aller jusqu'au bout, puisque vous savez que le Parlement a voté 2 fois l'article 7, c'est-à-dire la sanction d'un gouvernement pour non-respect de l'état de droit, sauf que là aussi, c'est exactement ce qu'on vous disait sur les lois. Même quand le Parlement a voté, il faut encore que le Conseil vote. Et là, même si c'est pas à l'unanimité, c'est à l'unanimité moins une, c'est-à-dire la voix du pays concerné. Sauf que là, les Polonais, pour lesquels le Parlement a demandé les sanctions, et la Hongrie, pour laquelle le Parlement a demandé des sanctions, se sont mis d'accord. Donc je pense que l'article 7, ça n'ira pas jusqu'au bout, il n'y aura pas, avec cet instrument-là, des sanctions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, demain, nous votons un texte très important, pour la première fois, c'est-à-dire constatant justement que l'article 7, on n'y arrivait pas, eh bien, nous allons voter un autre texte sur l'état de droit, qui permet de retirer, en fait, aux États qui ne respectent pas l'état de droit, les subventions du budget de l'Union européenne. Donc, c'est une sanction budgétaire. Alors, ça pose quelques problèmes. Il va falloir être très vigilant parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les chercheurs ou les étudiants d'Erasmus ou les agriculteurs ou que sais-je encore qui soient les victimes de ces sanctions budgétaires. Mais n'empêche que là, pour le coup, le Parlement a pris des dispositions et je pense que là, puisque nous ne serons pas avec cette nouvelle formule sur la règle de l'unanimité, mais sur la règle de la majorité, nous devrions pouvoir y parvenir. Enfin, nous votons ça demain et je suis sûre que ça va être majoritaire. J'en profite pour passer à la question, je la cherche, je l'ai perdue, sur les institutions européennes, et même, je vais même ajouter le plan A, plan B, parce que j'ai une question sur le plan A, plan B, quelqu'un qui me demande, Étienne, je crois, qui me demande, est-ce qu'on peut clarifier une bonne fois pour toutes cette question du plan A, plan B? Oui, vous avez raison, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne fois pour toutes, parce que je pense qu'il faudra y revenir un peu, mais c'est pas grave, on va le faire déjà. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas très démocratique comme processus, puisqu'il s'agit d'un pays qui dirait aux autres, plan A, vous acceptez les réformes que j'exige. Plan B, si vous ne les acceptez pas, je sors. Bon, je ne crois pas que le processus du diktat soit le plus démocratique, surtout dans une Union européenne à 28 ou même à 27. C'est une question sur le Brexit, on verra plus tard. Mais en tout cas, ce n'est pas un processus très démocratique. Mais surtout, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Il faut absolument changer les traités. Là-dessus, nous n'avons absolument aucun doute. Et d'ailleurs, dans le programme du printemps européen, nous annonçons la couleur en faveur d'une constituante, avec justement l'idée qu'évoquait Édouard, de faire cette constituante non pas seulement au niveau des institutions européennes, mais essayer de à tous les niveaux, notamment porté par le niveau local, des communes, des régions, que sais-je, ça dépend un petit peu de la configuration institutionnelle des pays, mais en tout cas, il est clair que ça doit être un processus, pour que le processus soit réellement démocratique, il ne peut pas simplement se dérouler au sein du Parlement ou du Conseil. Donc, il y a, nous avons une position claire et notamment de réforme des traités. Pour autant, ce que nous disons, et là-dessus, Yannick Dorfis insiste très souvent, ce que nous disons, c'est le processus de changement des traités, c'est pas un processus, enfin je veux dire, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire, et probablement ça prendra une bonne partie de la future mandature, et donc en attendant, on ne va pas laisser la situation pourrir, la situation sociale, la situation écologique, etc. Donc on va aussi agir dans le cadre des traités. D'ailleurs, il y a des instruments. Souvent, comme on l'a dit, on n'est pas majoritaire, donc on n'y arrive pas. Par exemple, il y a des instruments très démocratiques, plus démocratiques d'ailleurs, que ceux, pardonnez-moi, que ceux de la Ve République. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, pour parler que de lui, qui souhaite, et comme nous d'ailleurs, changer les institutions de la Ve pour une Sixième République, ou en tout cas pour une nouvelle République, ne dit pas plan A, vous changez les institutions de la Ve, sinon je quitte la France. Donc voilà, eh bien c'est un peu pareil pour le niveau européen. On veut changer les traités, mais c'est pas parce qu'on ne les change pas qu'on quitte l'Europe. C'est un peu la même logique. Et on peut faire des choses. Mais voilà, on peut faire des choses. Parfois, par contre, on n'est pas majot. Et notamment, il y a des choses qu'on n'a pas fait. Enfin, ça a été fait, mais c'était il y a longtemps. La Commission, par exemple, la Commission européenne, c'est dans le gouvernement de l'Europe, eh bien, pour être valable, elle doit passer devant
le vote du Parlement. Et même, on a la question de confiance, c'est-à-dire à n'importe quel moment du mandat, on peut demander la destitution de la commission. Donc, il y a pas mal, on ne va pas tout vous dire là maintenant, mais il y a pas mal d'instruments possibles. Et puis, mais pour ça, il faut effectivement une majorité. Mais justement, on va imager ça par quelques exemples. Evelyne qui nous pose la question, pouvez-vous nous rappeler les combats que vous avez portés et ce que vous avez obtenu? Guillaume, tu es en plein dedans. Là. Oui, alors moi j'ai beaucoup parlé la dernière fois, je crois, de mon rapport de coordination des systèmes de sécurité sociale. On est dans la phase qu'on appelle le trilogue, donc de débat avec le Conseil des chefs d'État et de gouvernement et avec la Commission. Ça commence. Voilà, donc je sais pas encore ce que ça va donner. C'est quand même une première victoire, le vote au Parlement. Oui, mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois, c'est pour ça que je voulais passer vite là-dessus. C'est bien de le rappeler. Alors, en effet, on a voté en commission, on a voté au Parlement, on ne donnait pas cher de son rapport, honnêtement, mais moi, parfois, je me demandais si on allait y arriver, très sincèrement, et on y est arrivé, mais on y est arrivé pour une raison. Ah, ça c'est très important. C'est que on a toujours fait en sorte que les groupes de gauche et écolos soient unis, et ensuite, parce que même unis n'ont pas de majorité, il fallait chercher une majorité, et ensuite on a divisé les autres et on allait choper les voix dans le camp adverse. Mais s'il n'y avait pas eu ce noyau de rassemblement des progressistes, on n'y serait pas arrivé. Ça, c'est important. Leçon à retenir pour la suite. Exactement. Alors sur le glyphosate, juste un mot, parce que en effet, il y a une étude que j'ai cofinancée au nom de Génération, hein, on fait tout ça ensemble, qui avec que 5 autres députés, et qui a démontré que, en effet, l'autorité qui s'est occupée de dire si oui ou non le glyphosate était dangereux n'avait fait pour 50% de tout son rapport que reprendre in extenso le texte des études de l'industrie, donc y compris en très large partie de Monsanto. Et que quand ils ont dit bah si on peut autoriser le glyphosate ou continuer à l'autoriser, on voit bien qu'en fait ça s'est basé sur une falsification. C'est extrêmement grave. Donc cette étude vient de démontrer cela. Nous réfléchissons aujourd'hui au ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quelle est maintenant la suite de ça. Je crois qu'il faut passer à une autre étape. On est dans des pays où quand on va dans un supermarché, on se retrouve en tôle. Il est complètement inadmissible que quand on fasse des gestes pareils, il ne se passe absolument rien. La justice française nous donne raison à travers la décision exactement. qui a été prise. Merci Edouard de me rappeler ça, puisque le tribunal administratif de Lyon a décidé que le Roundup ne pouvait plus être interdit à effet immédiat. Ne pouvait plus être vendu. Donc du coup, il y a une conséquence très concrète, nous qu'on demande tout de suite la Génération, c'est comme l'autorisation du glyphosate est basée sur la falsification, c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer, et donc on doit interdire tout de suite le glyphosate, qu'on fasse de nouvelles études indépendantes. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est il faut changer complètement le système européen de validation aujourd'hui des produits qui sont mis sur le marché. Il y a un élément que je veux finir juste là-dessus. Il faut faire attention à un point, parce que quand je dis ça, les gens disent « Ah, vous voyez bien, l'Europe, c'est tout pourri, vraiment, il faut en sortir, etc. » Et c'est vrai que là, franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites quand même, cette dose de fraude, c'est incroyable. Mais ne croyez pas que c'est mieux en France. Ne croyez pas que c'est mieux dans les États membres. Il y a les mêmes influences, les mêmes lobbies. Ce que nous combattons en Europe, il faut aussi le combattre en France. Donc le problème, ce n'est pas l'Europe. Le problème, c'est qui la dirige. Et je voulais remercier vraiment, puisqu'on a pas mal d'encouragement de gens, voilà, vous me redonnez un peu de morale, vous donnez l'idée de combattre. Non, je vais vous dire un truc, vraiment, c'est compliqué, parce que souvent vous râlez, vous avez bien raison en disant oui, mais on en est où, etc. Alors, c'est vrai que parfois on communique pas assez, on en a déjà parlé 20 fois, parce qu'on a passé de moyens, donc on essaie de s'organiser, c'est dur de tout concilier, etc., etc. Mais il y a un truc qui est évident, nous ne réussirons que grâce à vous. Et si c'est vous, vous saisissez d'un enthousiasme et que vous vous dites, allez, là, on peut y aller et on a des choses à dire, et je vous assure qu'on aura, on pourra faire quelque chose, nous, on peut jouer un rôle. Enfin, le rôle principal, c'est vraiment vous qui pourrez le jouer, et vraiment, appel à s'en saisir dès maintenant, quoi. Parce que, je pense qu'on a
une chance, une opportunité dans cette transformation-là du paysage politique pour se faire entendre là, tout de suite, maintenant, et ça dépend de vous. Je sais que c'est dur parfois, il y en a qui disent oui, mais j'ai du mal à discuter avec les insoumis. On s'en fout des insoumis, c'est pas avec eux qu'il faut discuter, c'est avec la population aujourd'hui. Et je pense que sincèrement, nos solutions leur parlent beaucoup plus, plutôt que d'appuyer sur des chimères, des choses impossibles, qui seraient le plan A, le plan B, auquel plus personne ne comprend rien, alors que nous avons les idées claires sur le sujet. Oui. Autre exemple, c'est si je devais à titre personnel retenir comme étant aussi une grande victoire qui n'a pas fait parler d'elle, parce que c'est pas, évidemment quand l'Europe fait les choses mal, il dit aussi qu'elle fait les choses mal parfois, mais lorsqu'on fait des choses bien, on n'en parle pas. C'est notre capacité à nous mobiliser avec les forces progressistes et même élargir ailleurs, pour s'opposer à la Commission européenne qui souhaitait reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine. Alors ça veut dire quoi, reconnaître le statut d'économie de marché à un pays tiers? C'est simplement reconnaître et dire que l'économie du pays en question est une économie libre et non faussée. Franchement, ça fait sourire. Même les Chinois, ils se font de la gueule. Mais bon, ils le demandaient parce qu'eux, il faut qu'ils vendent leurs produits un peu partout, et notamment l'Europe, c'est un marché très pertinent et ça paye plutôt bien. Et là, nous avons pris la tête de la fronde et nous avons réussi à fédérer autour de nous plusieurs eurodéputés de plusieurs pays, de plusieurs partis politiques. Et vous savez, ce qui a fait la différence, Guillaume vient de le dire, c'est que nous avons lancé, vous voyez, là aussi on met en pratique ce que nous demandons. Nous avons lancé une consultation publique. Et les citoyens qui nous auront répondu, évidemment, je ne dis pas qu'il y avait des centaines de milliers de réponses, mais on a eu quand même quelques milliers de réponses. À 92% des réponses, c'était il ne faut surtout pas que la Commission européenne reconnaisse le statut d'économie de marché à ce pays. Parce que sinon, il y aurait eu un déferlement, un tsunami de produits chinois à des prix défiant toute concurrence. Et tous les experts, tous les rapports qui ont été faits par des gens, y compris de droite et de gauche, etc., disaient la même chose. C'est immédiatement la destruction de plusieurs millions d'emplois industriels. Lorsqu'on sait qu'un emploi industriel en engendre 3 autres, ça vous donne une idée des dégâts qui seraient provoqués. Eh bien, on a gagné. On a réussi à avoir la majorité au Parlement européen et on a mis la Commission européenne en minorité. Et non seulement la Chine n'a pas eu le statut d'économie de marché, mais en plus, on a réussi à relever sur certains produits les droits de douane qui font qu'aujourd'hui, les produits européens restent compétitifs, donc on garde l'emploi. Ça, c'est important. Isabelle? Oui, moi je vais vous parler de pêche un peu, parce que un peu de pêche, un peu de budget. Sur la pêche électrique, même méthode que ce que viennent de dire Édouard et Guillaume, c'est-à-dire d'abord mobilisation citoyenne sur la pêche électrique, des ONG, des pêcheurs, des régions aussi. Donc on s'en est servi, on a aussi fédéré d'abord les forces de gauche et puis on a réussi à obtenir une majorité. Même si, comme je disais tout à l'heure, la bataille n'est pas gagnée. La pêche en eau profonde, sur laquelle on raconte beaucoup de bêtises, pardon, mais il y a des rumeurs qui circulent. Le rapport qui porte mon nom a été voté, là aussi, par l'ensemble. Alors là, pour le coup, pas seulement les forces de gauche, mais aussi les forces de gauche, écologistes. Bref, tout le monde l'a voté. Les seuls qui n'ont pas voté, c'est les UKIP, c'est-à-dire, vous savez, les Brexiteurs britanniques. Mais ils n'ont pas voté, eux, en disant, nous, de toute façon, on ne veut pas que les lois de protection de la ressource halieutique s'appliquent au Royaume-Uni. Donc, c'était pour des raisons, justement, liées au Brexit. Et puis, sur le budget, alors là, en ce moment, mais ça sera probablement pas fini à la fin du mandat, donc est-ce qu'on peut parler de bilan sur le contrôle des pêches? Et puis, sur le budget, on a essayé, on est parvenu, je pense que j'ai fait avancer le schmilblick, en essayant de desserrer les taux austéritaires, parce que vous savez, on parle d'austérité au niveau des budgets nationaux, mais en réalité, l'austérité, les budgets européens l'ont connu aussi. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, dans les années 90, le budget de l'Union européenne, c'était pas loin de 1,3% de la richesse produite au niveau européen. Et puis, d'année en année, eh bien, ce budget européen, il s'est rétréci. Et finalement, aujourd'hui, on est à peu près à 1 point, et même en 2019, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas voté le budget 2019, on était à 0,9% de la richesse produite en paiement. Vous voyez, la rétractation, c'est aussi de l'austérité, puisque que finance le budget de l'Union, justement? La répartition de la richesse au sein des territoires la européens, ruralité, etc. Et puis même entre pays riches et pays pauvres, mais aussi de la redistribution pour le Fonds social européen, pour les jeunes, pour ce qu'on appelle la garantie jeunesse, c'est-à-dire
la possibilité pour les jeunes de faire appel à cette garantie pour trouver un emploi ou pour trouver une formation. Bref, il y a une redistribution au niveau des territoires et au niveau des Européens. Évidemment, plus on réduit le budget et plus on réduit la redistribution et donc plus on réduit l'égalité, enfin plus exactement, plus on augmente les inégalités. Donc voilà pour quelques points. Sur parce que j'avais plein de choses. Je ne sais pas si je peux parler du Brexit vite fait. Si. Parce que j'ai pas mal de questions. C'est d'actualité. C'est d'actualité, parce que vous savez que hier soir, la Chambre des communes, donc le Parlement britannique, a rejeté la proposition d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors, beaucoup s'en plaignent. Vous avez vu, oh là là, c'est une catastrophe, ils ont rejeté le projet d'accord. Stop! Ce projet d'accord n'était pas bon. Ce projet d'accord n'était ni plus ni moins qu'un accord de libre-échange. Vous savez, tout ce que vous avez critiqué, le CETA, le GEFTA, enfin les accords avec le Japon, avec les États-Unis, avec le Canada, eh bien, en réalité, ce que nous proposait l'accord proposé par Barnier et les institutions européennes et Theresa May était en fait un accord de libre-échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que on continuait single market, comme dit Cameron, on continuait le marché unique, sans droit de douane, mais sans les règles du jeu communes. C'est-à-dire qu'on aggravait encore la distorsion entre les pays qui pourtant échangent les marchandises, mais on aggravait la distorsion écologique, sociale, financière, etc. Donc finalement, d'abord, moi j'avais dit depuis le début que ce ne serait pas voté ce truc-là, et finalement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, même si, et c'est là qu'on peut aussi reparler du plan A, plan B, même si c'est une situation catastrophique pour tout le monde, cette sortie du Royaume-Uni, puisque à la fois on perd quand même une des plus vieilles démocraties du monde, avec puis bon, c'est quand même pas, c'est un pays qui comptait dans l'Union européenne, bien sûr, avec lequel parfois on avait des tensions, mais eux, ils vont se retrouver totalement isolés dans une économie totalement mondialisée. Ça veut dire que eux, ils vont se retrouver ballottés par la concurrence mondiale sans pouvoir se raccrocher à une force politique comme l'Union européenne. Et c'est bien ça le sujet. Supposons que demain, l'Union européenne se soit terminée, c'est-à-dire que tout le monde sorte et qu'il n'y ait plus d'accord. Finalement, dans quoi on se retrouverait? Dans un grand marché, parce que l'économie est de plus en plus mondialisée, avec une difficulté de plus en plus importante pour les États de se protéger des grandes multinationales ou des grands États continents comme la Chine, comme a très bien expliqué Edouard, et on serait finalement sous la pression encore plus que ce qu'on est aujourd'hui de cette concurrence mondiale avec les conséquences qui s'imposeraient, pardon, je ne pas parler au futur, qui s'imposeraient de diminuer les protections sociales, de diminuer les protections écologiques et surtout d'un projet de civilisation en perdition. Donc oui, la question du Brexit est une question lourde et elle nous pose en perspective le risque que l'on prend à jouer avec les mots ou à jouer avec la question européenne, même si évidemment on veut changer l'Europe, mais c'est certainement pas la sortie qui est une solution. Et pour le programme, pour terminer pour moi, on demande sur le programme, je ne sais plus quelle est la question, serons-nous consultés sur le programme? Ils sont consultés. Alors déjà, vous avez déjà été consultés, bon, sur le programme du printemps européen, vous avez déjà été consultés en avril dernier, mais je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué, puisque... c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, on avait préparé un mandat de négociation de génération pour pouvoir discuter avec l'ensemble de nos partenaires du printemps européen, italiens, grecs, portugais, danois, etc., polonais. Et donc, on avait un mandat qui avait d'ailleurs été amendé par l'ensemble des membres de génération qui ont participé. Alors, il y a des comités qui avaient beaucoup participé, d'autres moins. Mais donc, on avait amendé le mandat et on a défendu le mandat. Et je crois qu'on a à peu près tout passé. Pour tout vous dire, on a encore une réunion à Berlin le 25 de ce mois pour les derniers ajustements. Et donc, bien sûr, alors après, on aura une consultation sur comment on va appeler ça? La transcription nationale, c'est-à-dire les priorités nationales de génération. Peut-être que Guillaume peut dire un mot là-dessus, parce qu'il y a le programme du printemps européen, c'est la base, c'est, on va dire, le terreau sur lequel on se nourrit, mais il y a bien sûr des éléments
qui sont plus franco-français, on va dire ça comme ça, et sur lesquels on sait, nous, qu'il faut insister et qui seront un peu nos fers de lance dans la campagne des élections européennes. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est que on vous a envoyé le programme européen, le European Spring, et puis on vous a dit, faites vous remonter vos propositions par rapport au programme français, et on a fait ça là au début, la fin de décembre. Là. Et en fait, on a beaucoup de copains de génération qui ont dit, oui, mais non, on ne veut pas répondre comme ça, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir quand même aussi coélaborer avec la population, puisqu'on a ouvert notamment la possibilité de se présenter pour Génération 900 candidatures en n'étant pas membre de Génération. À partir de là, on peut aussi pouvoir parler du programme avec les gens, etc. Et donc, du coup, on va vous proposer, ou on vous a proposé, je ne me souviens plus si on vous l'a envoyé ou pas, mais c'est incessamment sous peu si ce n'est pas le cas, des grandes réunions régionales qui seront en 2 temps. Un premier temps où il y aura, j'allais dire, des discussions sur le fonctionnement de l'Europe, et un deuxième temps qui sera un débat ouvert à Génération, évidemment aux gens de Génération, mais aussi si vous le souhaitez, à des citoyens et à l'extérieur, pour débattre du programme à travers 3 axes, qui sont 3 axes dans lesquels nous nous reconnaîtrons tous, et qu'on aura identifiés. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça va être un moyen d'aller, faire respirer un petit peu la démocratie pour faire vivre ce programme. Attention, il faut quand même qu'on soit en cohérence aussi avec ce qu'on a défini avec nos partenaires du printemps européen. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'énormes difficultés. Dernière question, peut-on encore être candidat sur les listes de Génération ou pas? Alors non, c'est fermé. C'est fini parce qu'on a, c'était le 31 décembre de là que avait été mis le terme. Enfin, on a ouvert pendant plus de mois et demi, donc les candidatures. Désolé, mais là, le processus s'est arrêté et donc on peut pas faire. Finir, dernière question. Mais non, là, je suis désolé. Après l'heure, voilà, je suis gardien du temps. Tant pis, Maria, il n'y a pas de il faut un méchant dans l'équipe. Je veux bien jouer ce rôle-là. Et attention, j'espère que vous avez bien noté parce qu'on a les noms de ceux qui n'ont pas pris des notes. Attention à vous. Simplement, voilà. Merci encore d'avoir été aussi nombreux en ce début d'année. Encore une fois, on vous souhaite une très belle et heureuse année. Rendez-vous au mois de février. De mémoire, ça doit être le 13 février. Le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Donc, nous essaierons d'être là présents avec des roses pour toutes celles et ceux que nous aimons. Et j'espère que ça sera pareil de votre côté. On vous embrasse. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.